C'est quoi un zombie? Nous allons nous intéresser, dans ce nouvel épisode de Transgenre, aux origines de la créature. Car, contrairement à ce que nous pourrions penser, le motif du zombie est assez ancien et ses premières occurrences peuvent paraître relativement éloignées de ce à quoi nous assistons actuellement sur nos écrans. Preuve que le mort-vivant est une figure éminemment durable, en constante transformation, et, nous le verrons dans quelques temps, s'adapte de manière plus que pertinente au monde qui l'entoure, à ceux qui en constituent les idées les plus sombres, les aspects les plus anxiogènes. Pour procéder à ce qui ressemble à un historique du monstre, je m'appuierai sur l'ouvrage relativement récemment paru de Maxime Coulombe, sociologue et professeur d'histoire de l'art contemporain à l'Université de Laval au Canada, Petite philosophie du zombie. En effet, celui-ci voit principalement trois temps scander l'histoire de la figure du zombie, et ce découpage, quoique non exhaustif, rend compte d'une manière particulièrement claire de la dimension presque symptomatique du zombie comme excroissance putride et douloureuse des craintes d'une époque qui, à la manière d'une tumeur, semble même nous avertir, nous mettre en garde contre quelque chose de plus profond qui, insidieusement, ronge de l'intérieur notre monde, notre société. Rappelons qu'au sujet de l'étymologie du terme monstre, nous pouvons considérer le latin monstra, qu'il est raisonnable de traduire par signe manifeste. Un signe manifeste, au sens où le monstre avertit, prévient, sous-entendu de quelque chose. Le zombie incarne à la perfection ce rôle. Ce que propose Maxime Coulombe est, pour reprendre la terminologie de Gilles Deleuze, de s'interroger sur l'étrange force qui anime, semble donner vie à la figure, la maintient à travers le temps et lui permet de muter, de se transformer, de manière à ce que celle-ci semble toujours terriblement actuelle et en même temps profondément ancienne. Les trois temps, les trois marqueurs qui attireront donc notre attention sont les suivants. Nous partirons tout d'abord à Haïti et ses zombies esclaves des prêtres vaudous, puis nous nous arrêterons en 1968 lorsque George Romero investira le mythe pour mieux le transformer radicalement. Enfin, nous découvrirons le zombie post-11 septembre 2001, à l'aube d'un nouveau genre, le film d'Infecté. Les histoires de zombies semblent avoir pris une place très importante dans le folklore haïtien. L'étymologie du terme zombie est incertaine. C'est à voir une proximité avec le français les ombres. Cependant, l'origine africaine demeure la plus vraisemblable. Le mvumbi congolais renvoie à un individu en état de catalepsie. Le terme mvumbi en Angola a un corps privé d'esprit. Le terme zambibi au Ghana, au Togo et au Bénin a une créature jaillissant des entrailles de la nuit. C'est principalement grâce aux recherches ethnologiques occidentales opérant en Afrique noire que le zombie, peu à peu, gagne du terrain et prend pied notamment en Europe. Haïti semble le cas le plus intéressant. En effet, le mythe qui s'y joue soulève et cristallise plusieurs éléments. L'esclavage forcé et la résurrection chrétienne. Certains prêtres vaudous, les bokors, drogueraient des individus avec un venin paralysant appelé coup de poudre. D'ailleurs, dans certains ouvrages, on trouve des théories qui attribueraient ce venin au poisson-lune. Dès lors, l'individu sous l'emprise de la substance se trouverait dans un état de mort apparente. Après l'enterrement, le prêtre profanerait la sépulture et procéderait à un rituel pour faire sortir le non-mort de sa tombe. Celui-ci, zombifié, sans âme, n'aurait d'autre choix que de subir l'esclavagisme du prêtre, de travailler au champ, de procéder inlassablement aux tâches ménagères. Dans certaines légendes, l'état de zombie n'est pas incurable. Une dose quotidienne du venin est nécessaire pour que le prêtre conserve l'individu sous ses ordres. Sans cela, il retrouverait ses esprits, son esprit. Ce mythe du zombie vaudou apparaît à un carrefour historique assez bouleversant. L'esclavage forcé, imposé par les colons occidentaux mettant pied en Afrique noire, et l'avènement de la religion catholique
elle aussi violemment imposée à la population haïtienne par les missionnaires. Le zombie constitue l'excroissance cauchemardesque de l'esclavage perpétré par les colons, qui constitue déjà, en lui-même, un cauchemar intolérable. Le zombie apparaît comme l'expression mythologique de la dépersonnalisation absolue du sujet. Il n'est plus pour l'autre qu'un corps, qu'un outil, qu'un moyen d'obtenir certaines fins. Il devient la marionnette d'individus particulièrement mal intentionnés. De plus, l'individu, vidé de sa substantifique moelle, privé de son discernement et de sa volonté, ne peut plus se révolter. D'autre part, le débarquement violent de la religion catholique constitue une peur profonde chez le sujet. Comme le prêtre vaudou, le prêtre catholique brise la limite entre la vie et la mort. Le zombie incarne la relecture haïtienne inquiète de la résurrection du Christ, mythe chrétien, encore une fois imposé par les colons. C'est cette version, si l'on peut dire, du mythe du zombie qui va traverser la Méditerranée et l'océan Atlantique au XIXe siècle et progressivement contaminer le folklore occidental. Le zombie va dès lors, peu à peu, devenir une figure du fantastique incontournable de la littérature au cinéma, de The Magic Island de William Seabrook en 1929 au White Zombie de Victor Halperin avec Bela Lugosi en 1932, ce dernier reprenant de manière extrêmement fidèle le mythe haïtien. En 1968, George Romero réalise le séminal Night of the Living Dead, œuvre qui va littéralement bouleverser la représentation du zombie au cinéma, bien loin de celle jusqu'alors connue, héritière du mythe haïtien, à tel point que, bien plus qu'un monstre, c'est un genre tout entier qu'il va créer. Le zombie haïtien, nous le vîmes, possède deux particularités. Il s'agit d'un vivant que l'on prendrait pour un mort, et celui-ci est soumis aux ordres d'un individu mal intentionné, responsable de son état cataleptique. Chez Romero, la créature à l'inverse devient un mort qui semble vivant, et celle-ci, pourrait-on dire, est affranchie de toute autorité supérieure. Le zombie erre dès lors sans réel but, mimant inlassablement les gestes d'un quotidien qui n'est plus. Une seule chose semble le tirer de son état apathique, son double, pour prendre une terminologie freudienne. L'être humain, le vivant, sa proie qu'il dévore goulûment. Du fait qu'il est mort, le zombie chez Romero se décompose lentement. Ses chairs pourrissent, il est troué de toutes parts, il est mutilé, dévoré en partie. Il est un être profondément surnaturel qui est l'œuvre et l'instrument d'une volonté mystérieuse dont le plan demeure inconnu, cependant. Il ne semble soumis à aucun maître. Quelque chose d'extraordinaire, d'inhumain, a ramené ces hordes de cadavres en putréfaction à la vie. Les morts se sont levés de leur tombe par on ne sait quel prodige. Leur conscience, cependant, a été escamotée. Désormais, ils sèment l'horreur, et cette dernière ne semble avoir aucune finalité, sinon purement et simplement la destruction. Contrairement aux zombies haïtiens, qui, empoisonnés par un de ses semblables, est peut-être susceptible de guérison, la condition du zombie chez Romero est une fatalité qui n'accepte pas d'issue. Dès lors, une seule solution s'offre aux survivants, expédier de nouveau leurs assaillants de là où ils viennent et où ils auraient dû rester en détruisant leur cerveau. Autre caractère que Romero attribue à son zombie, le cannibalisme, ou tout du moins ce que nous considérons comme tel, car comme il le signale par la voix du Dr Roche dans le second épisode de la trilogie originale des morts, à savoir Dawn of the Dead en 1968, il s'agit d'une nouvelle espèce. Or le cannibalisme s'exerce entre les individus d'une même espèce, et les zombies ne se dévorent pas entre eux. C'est pourquoi, pour être plus précis dans la mythologie de Romero, nous parlerons plutôt d'anthropophagie. Notons que ce que nous appelons la trilogie des morts originale de Romero est composée de Night of the Living Dead en 1968, Dawn of the Dead en 1978 et Day of the Dead en 1985. L'année 2005 marquera 20 ans plus tard le retour de Romero au genre qu'il a créé, retour certes beaucoup moins inspiré mais certainement pas inintéressant avec le futuriste, et là est certainement d'ailleurs le problème principal du film, Land of the Dead. En 2008, il opère un véritable retour aux sources de sa saga en narrant de nouveau les prémices de l'invasion sur un mode found footage, Diary of the Dead,
qui, malgré ses très nombreuses qualités, s'avère bien trop artificiel formellement pour susciter un engouement total. Enfin, en 2009, il achève sa saga avec Survival of the Dead, traduit en français Les Vestiges des Morts, adaptation dans la langue de Molière plutôt pertinente pour une fois, puisqu'il s'agit pour les inconditionnels, dont je fais partie, de contempler avec tristesse les vestiges du génie de Romero qui semble, à l'époque, avoir quelque peu disparu. Dès lors, c'est un véritable état de guerre qui s'instaure entre vivants et morts, mais également entre vivants et vivants. Les morts dévorant et transformant le camp adverse pour survivre et remplir ses rangs. Cette guerre totale, de tous contre tous pour reprendre les termes de Thomas Hobbes lorsqu'il théorise l'état de nature, se joue au cœur d'un monde dévasté. La trilogie originale, à ce titre, décrit la déchéance progressive du monde, des prémices de l'invasion des morts, Night of the Living Dead, à son apogée, Day of the Dead, où les survivants, toujours plus rares, sont cachés sous terre et tentent de trouver une solution pour guérir un mal qui ne semble admettre aucune échappatoire, et surtout pour donner un sens à une survie qui, le temps s'égrénant de manière infernalement lente, ne semble plus en avoir. Les protagonistes des trois films ne sont jamais les mêmes, les héros d'aujourd'hui ne seront certainement pas ceux de demain, la victoire est éphémère et le dénouement inévitable, l'apocalypse est partout et pour tous, rien ni personne n'est épargné. C'est ce contexte apocalyptique qui fait aussi la spécificité du travail de Romero. Ce sont autant de portraits de survie violente et finalement vaine qu'il dépeint avec une radicalité rare. C'est un questionnement abyssal sur le sens de l'existence dans un monde qui sombre de plus en plus dans le chaos qui nous convie. Les humains survivants confrontés aux attaques de féroces créatures anthropophages vont voir peu à peu se révéler leur véritable nature. Les rapports sociaux vont se dégrader à vitesse grand V. La thématique, certes, apparaît galvaudée, mais entre les mains de Romero va résonner d'une façon particulièrement pertinente et efficace. En lien avec ce climat d'apocalypse, on ne peut que toujours songer à l'aspect profondément religieux de cette fin du monde. Chez Romero, pas de virus, pas de contamination par la morsure à proprement parler, les morts non enterrés reviennent à la vie, c'est aussi simple que ça. Les cadavres abandonnés sans sépulture décente, en peu de temps se relèvent et attaquent les vivants. Le mode de transmission du mal est donc totalement surnaturel. Nous pourrions l'assimiler au châtiment divin, au jugement dernier. Quand il n'y a plus de place en enfer, les morts reviennent sur Terre. D'une certaine façon, en ce qui concerne Romero, nous n'en saurons pas beaucoup plus sur l'origine des résurrections. Face à pareille situation, il n'entretient d'ailleurs que peu de suspense. Elle ne peut définitivement pas être arrêtée par des moyens humains. Même si en 1968, le final de Night of the Living Dead semble esquisser un retour à l'ordre, en réalité, Dawn of the Dead prouve que tout cela ne constituait que le calme avant la tempête. Cette idée de punition divine de nos sociétés occidentales va progressivement évoluer, et le zombie deviendra peu à peu contagieux. Dans les années 70-80, il apparaît comme une métaphore pertinente et dérangeante de l'individu, atteint du sida, irrémédiablement condamné à mort et à la contagion de son prochain. I'm not preoccupied with the zombies as the zeitgeist of it or the psychology of the zombie itself. None of that stuff is in my mind. My stories have always been about the people. I joke sometimes and say maybe I'm the Michael Moore of horror. Le début des années 2000, et ce surtout à la suite du 11 septembre 2001 bien sûr, traduisant les craintes à l'encontre de nouvelles formes de terrorisme ayant recours aux armes bactériologiques, voit naître un nouveau sous-genre, quoique celui-ci finalement existait depuis déjà bon nombre d'années, sans avoir été réellement catégorisé, Romero faisant aussi figure de précurseur en la matière dès 1973, soit avant même sa trilogie des morts, avec son The Crazies, la nuit des fous vivants, narrant les événements étranges et violents survenant dans la petite ville d'Evan City, après qu'un avion militaire transportant une arme bactériologique expérimentale se soit écrasé dans les environs, déversant son contenu dans la rivière qui alimente le patelin en eau. Les habitants, peu à peu contaminés,
sombrent dans une folie meurtrière incontrôlable et finissent par mourir, laissant derrière eux de nombreuses victimes. Dans 28 jours plus tard, de Danny Boyle en 2002, et sa séquelle 28 semaines plus tard de Juan Carlos Fresnadillo en 2007, la pandémie débute par le sauvetage perpétré par des activistes d'une association de protection des droits des animaux, de singes ayant subi d'obscures expérimentations. L'acte héroïque va très vite tourner au drame, ils seront les premiers contaminés par une épidémie particulièrement brutale de rage. C'est finalement à une autodestruction de l'Occident à laquelle nous assistons. La science occidentale et ses dérives auront donné naissance à des créatures finalement inférieures qui ne conviennent donc pas de surmonter puisque celles-ci sont plus faibles, mais qui poussent au contraire l'homme à donner le pire de lui-même. Ce ne sont pas les hordes de zombies qui mèneront à la destruction totale de l'humanité, mais l'humanité elle-même qui, incapable de s'unir face au cauchemar, aveuglée par des valeurs individualistes, des problématiques narcissiques, va progressivement se précipiter dans le gouffre. Le film d'Infecté explose dans les années 2000, ne diverge pas tant des bases imposées par Romero, cependant, là où les zombies n'étaient jusqu'alors animés que par une faim gargantuesque de chair humaine, l'Infecté semble, comme chez Cronenberg, souffrir de troubles que l'on pourrait apparenter à une forme de rage extrêmement virulente, perte progressive du langage, délire, nervosité extrême, production d'une très grande quantité de salive et de larmes sanglantes, accès d'ultra-violence, contamination par la salive et le sang, donc la plupart du temps par les morsures. L'anthropophagie, cependant, n'est plus une caractéristique nécessaire. La saga espagnole Rec de Jaume Balaguerro et Paco Plaza constitue une hybridation intéressante entre les deux approches. Les zombies sont contaminés par une étrange infection, encore une fois très proche de la rage, mais celle-ci a une origine surnaturelle. Les infectés deviennent alors à proprement parler des possédés. Mais la possession démoniaque prend une forme épidémique. Elle est contagieuse, se répand et mute comme un virus. En résulte donc une véritable pandémie. Scientifiques et militaires, main dans la main, s'octroient alors les pleins pouvoirs. Il est à noter que le militaire et ou le scientifique, en combinaison stérile dont le masque est dissimulé sous un masque à gaz, devient, avec l'avènement du film d'Infecté, un motif esthétique très puissant, en même temps qu'un croque-mitaine particulièrement retors qui apparaît sur de nombreuses affiches de films, alors que les zombies, dont il est question dans les lignes du synopsis, n'y figurent pas. Il est finalement le véritable ennemi, celui qui nous terrifie parce qu'il est, contrairement aux zombies, fort, armé, détient tous les pouvoirs, tous les droits, lorsqu'est instauré ou lorsqu'il instaure la mise en quarantaine, y compris celui de tuer. Il est en quelque sorte le bras armé de la raison scientifique, aussi immorale soit-elle, capable donc du pire pour exterminer la menace qu'elle a elle-même créée. Mais le zombie, est-il un revenant comme les autres ? Venons-en au fantôme. Le fantôme incarne la figure moderne du revenant. Le zombie en constitue la révision post-moderne. Pourquoi le fantôme revient-il hanter les vivants ? Son retour parmi nous a pour finalité une réparation, une réarticulation. C'est le lien entre la vie et la mort en tant qu'ordre symbolique qui a été mis à mal. C'est avant tout une place que recherche l'individu décédé dans une mémoire, place qui lui revient de droit et donc qui lui convient de prendre. On meurt deux fois, une fois dans la réalité, l'autre fois symboliquement. Le fantôme condamné à revenir dans la réalité afin de hanter ses proches l'est donc pour une raison précise. Sa restauration dans la mémoire symbolique. Le fantôme se manifeste dans un contexte précis. Sans ce dernier, il n'a aucune raison d'être. Il faut nécessairement que le passage de la vie à la mort soit normé de manière on ne peut plus claire, afin que ces conditions puissent être violées, justifiant le fait qu'elles doivent être restaurées en la personne du fantôme ayant subi par là un préjudice symbolique qui mérite réclamation et réparation, si l'on peut dire. L'intéressant complexe de Hideo Nakata est un Kaidan Eiga, soit le film de fantôme japonais. L'héroïne est hantée entre autres par l'esprit d'un vieil homme qui s'avérera être son voisin décédé depuis peu dans l'indifférence et l'oubli. Elle est la seule à l'avoir entendu, grattant désespérément le mur de sa chambre, appelant au secours, en vain.
Elle le libérera de sa condition, les visions cesseront, dès lors qu'elle retrouvera son cadavre dans son appartement, lui offrant ainsi une place dans une mémoire. Je citerai Maxime Coulombe, « Si une violence physique, symbolique, a dénoué la ritualité de la mort, le fantôme n'aspire qu'à son remaillage. Il défend le passage de la vie à la mort et de la survie d'une mémoire. Il protège le fil reliant le passé au présent et au futur. » Donc, en conservant cette frontière entre vie et mort de manière étanche, le fantôme protège le monde des vivants, entre la vie et la mort. Soit il apparaît comme un vivant semblant mort, soit comme un mort semblant vivant. Il est finalement à la fois mort et vivant, et en même temps, aucun des deux. Il est mort-vivant. Un oxymore qui n'a pas réellement de sens, sinon celui de concilier deux termes inconciliables. De la même manière, le vampire, Nosferatu, est non-mort. Mais cela ne veut pas pour autant dire de lui qu'il est vivant. Comme le zombie est à la fois mort et vivant, et en même temps aucun des deux. Les vampires pourraient d'ailleurs constituer une troisième figure du revenant, à la fois brouillant la frontière entre la vie et la mort, et atteint d'un mal qui le ronge et le condamne pour sa survie à s'adonner à l'anthropophagie. Un mal profondément religieux, une malédiction somme toute. Et ce dernier peut aussi choisir de contaminer ses victimes du même mal. Dans Blade, de Stephen Norrington, et Blade 2 de Guillermo del Toro, adaptation de la série de comics éponyme de Marvel, le vampirisme est présenté comme une maladie, plus précisément une sorte d'arbovirus, donc extrêmement contagieux lors de la succion sanguine. Finalement, le vampire, tout comme le zombie, est autant un signe manifeste traduisant les angoisses d'un temps donné. Le motif se transforme au gré des craintes d'une époque pour les incarner au mieux. Une triple problématique vient cependant le distinguer radicalement des deux autres types de revenants: séduction, sexualité et amour. Mais de cela, il sera question plus tard dans un prochain épisode.